Bonsoir. Bonsoir. C'était en février dernier, juste un peu de temps avant qu'un certain virus ne vienne chambouler quelque peu nos vies. J'ai reçu un appel de César. César, c'est un des organisateurs de cet événement, il est juste là. Et César m'appelle et me dit, on cherche un intervenant pour un TEDx, on aimerait quelqu'un qui puisse nous parler d'art. Alors je dis, ça tombe bien, hein, c'est un peu mon boulot, donc je viendrai avec plaisir, mais est-ce qu'il y a un sujet, un thème particulier à aborder? Et là, il me dit, oui, le titre de l'événement, c'est performance. Super César, c'est un très bon sujet, c'est un thème très inspirant pour moi, parce que le mot performance, il a un sens très particulier en art. Une performance artistique, c'est un moment où, souvent filmé ou photographié, où l'artiste va se mettre en scène en utilisant la plupart du temps son propre corps comme médium artistique. Donc ce sera une très bonne occasion de parler de l'américain Chris Burden, qui s'est volontairement fait tirer dessus avec un fusil, ou encore de la grande artiste serbe Marina Abramovic, qui a dessiné un pentacle sur son abdomen avec une lame de rasoir, ou encore du russe Piotr Pavlensky, célèbre depuis une certaine affaire Griveaux, qui a eu la drôle d'idée de se couper l'oreille après être monté tout nu sur le toit de l'Institut de psychiatrie de Moscou. Là, on a de quoi passer un bon moment, César. Silence au téléphone, silence un peu gêné, et je comprends que je suis complètement à côté de la plaque. Oui, parce que César, quand il me parle de performance, lui, il parle de performance au sens business du terme. Objectif, résultat, efficacité, compétitivité, rentabilité, etc. Et me voilà confronté au grand paradoxe de ma vie professionnelle depuis 10 ans. C'est que mon boulot, c'est de parler d'art et d'histoire de l'art aux entreprises, pour essayer de comprendre comment on pourrait être plus créatif et mieux travailler ensemble. Et je réalise à ce moment-là que la seule notion de performance, qui pourtant est au cœur de la vie de toute entreprise, ne veut strictement rien dire en art. C'est quoi un artiste performant? Est-ce que quelqu'un a déjà dit que Michel-Ange était performant? Velázquez? Vermeer? Dali? Delacroix? Performant? Non, la performance, c'est ce qui se mesure avec objectivité. En art, rien n'est objectif et rien ne se mesure. Donc non, décidément, César, je ne peux pas faire une intervention sur le thème art et performance. Pourquoi pas véganisme et chasse à courre? Enfin, c'est complètement absurde. Donc je m'apprête à raccrocher. Et puis soudain, je me souviens d'un truc. C'est qu'il y a quelques années, je me suis fait une promesse. Je me suis promis de ne jamais, jamais, jamais laisser passer une seule occasion de venir dans cette ville merveilleuse peuplée de gens formidables qu'est Bordeaux. Formidable et tellement enclin à l'enthousiasme, n'est-ce pas? Donc je dis à César, ok César, je viens, et je raccroche avec quand même la vague impression de me tirer une balle dans le pied. Mais bon, puisque je suis là et que vous êtes là aussi, je vous invite à réfléchir ensemble à la question suivante. Qu'est-ce que ce serait la performance pour un artiste? C'est quoi le critère? Est-ce que c'est une question de notoriété, de cote, de récompense, de distinction, de nombre d'œuvres produites? Est-ce que c'est le regard des critiques qui compte, celui du public, celui du marché? Tous ces critères-là sont mesurables, hein, mais est-ce qu'ils sont pertinents? Tenez, je voudrais prendre un exemple en citant deux artistes tout à fait contemporains l'un de l'autre à la fin du XIXe siècle. Le premier, c'est une star intégrale. 2 fois 2 Grands Prix de Rome, 3 fois médaillé au Salon, médaille d'argent, puis médaille d'or aux expositions universelles de 1889 et 1900, Légion d'honneur à 40 ans, auteur de nombreuses œuvres de commande par des institutions aussi prestigieuses que l'Hôtel de Ville de Paris ou le Musée du Luxembourg. Le type a un parcours impeccable, un succès permanent de A à Z. L'autre, c'est un peu moins brillant. Autodidacte, complètement fauché jusqu'à la fin de sa vie, dépressif notoire, il a travaillé de façon obsessionnelle jusqu'à produire 900 tableaux dans l'indifférence générale. Il n'a vendu qu'une seule toile de son vivant, le gars. Finalement, il s'est suicidé à 37 ans après avoir passé 1 an en hôpital psychiatrique, la loose jusqu'au bout. Alors, je m'interroge, si vous deviez mener la vie d'un de ces deux artistes, vous choisiriez laquelle? Comme l'a dit un grand capitaine d'industrie français, je pense que la question, elle est vite répondue. C'est bien, je vois qu'on a les mêmes références. Évidemment, si on nous demande lequel de ces deux artistes a été le plus performant, notre tendance à tous, ce serait de dire c'est le premier. C'est-à-dire un certain Eugène Bulan. Qui parmi vous connaît Eugène Bulan? Vous connaissez Eugène Bulan? Enfin, vous le connaissiez il y a 2 minutes avant que j'en parle? Levez la main. Personne ne connaît Eugène Bulan, c'est bien ça. Si vous connaissez Eugène Bulan, c'est soit que vous êtes historien de l'art, soit que vous êtes de sa famille. Il est complètement passé aux oubliettes, le gars. Pourtant, c'était un peintre de grand talent, avec une maîtrise technique parfaite, mais avec une formation extrêmement académique. Il appliquait scrupuleusement les règles qu'on lui avait enseignées et les préceptes d'un marché qui savait ce qu'il voulait. Et évidemment, comme il avait du talent, ça a marché pour lui. Mais en termes de nouveauté, ça n'a pas apporté grand-chose. L'autre, vous l'avez peut-être deviné, il s'appelait Vincent Van Gogh.
Et aujourd'hui, il est considéré comme un des plus grands artistes de tous les temps. Un tableau de Van Gogh, aujourd'hui, c'est estimé à environ 100 millions de dollars. C'est quand même assez conséquent, vous en conviendrez. Lui, c'était l'artiste impulsif, instinctif, sincère jusqu'au bout des ongles. Il voulait vendre, évidemment, il aurait rêvé d'être reconnu. Mais il ne faisait pas de calcul, il suivait sa propre voie, qui a inspiré depuis des générations d'artistes. Ses contemporains n'ont rien compris à son travail, mais la postérité a reconnu son génie. Alors elle est où la performance, là? La question, elle n'est peut-être pas si vite répondue que ça, en fait. Qu'est-ce que c'est le but? C'est d'être connu aujourd'hui, d'être célèbre, d'avoir du succès aujourd'hui, ou c'est de changer le cours de l'histoire? Idéalement, vous me direz, c'est les deux. Il faudrait être à la fois Bullan et Van Gogh, une sorte de Van Bulog, par exemple. Mais alors ça consiste en quoi et comment on s'y prend? Alors, pour identifier ces leviers de performance, j'ai vraiment du mal avec ce mot, excusez-moi, je vous demande chaque fois que je le prononce d'imaginer les grands guillemets de part et d'autre de la scène. Pour identifier ces performances, ces leviers de performance, je vous propose de nous tourner vers des artistes qui ont tout gagné, le succès de leur vivant et une place de choix dans la postérité. Des personnages comme lui, Claude Monet. Alors là, on est sur du très très lourd, d'accord? Monet, c'est la figure de proue du mouvement impressionniste. Et dans la deuxième partie de sa vie, il est très très populaire. Ses toiles s'arrachent jusqu'en Amérique, les expositions en son honneur se succèdent, et en France, il a de l'influence jusqu'au plus haut niveau de l'État. En fait, Monet, à la fin de sa vie, c'est le taulier. Une fierté nationale, une institution à lui tout seul. D'ailleurs, ça n'a pas beaucoup changé parce qu'aujourd'hui, les toiles de Monet, on en fait des mugs, des foulards, des cravates, des parapluies, des boîtes à pilules, des coques de téléphone, et tout ça se vend très bien dans le monde entier. Mais ça, c'est la fin de l'histoire. Parce que le début, c'est pas tout à fait la même limonade. Dans les années 1860, le jeune Claude Monet fréquente d'autres artistes de sa génération qui s'appellent Renoir, Degas, Caillebotte, Pissarro, Sisley et quelques autres. Ils forment un groupe qui va bientôt s'appeler les impressionnistes. Et comme leurs œuvres ne sont pas acceptées dans les événements officiels, ils organisent leurs propres expositions. Et là, autant dire franchement, le succès n'est pas vraiment au rendez-vous, même pas du tout. Les gens rigolent devant leurs tableaux tellement ils les trouvent ridicules. La presse se lâche, on les traite de fous, d'aliénés mentaux, d'incapables, de terroristes de la peinture. Alors évidemment, ce serait facile pour nous aujourd'hui de dire que les gens qui tapaient sur les impressionnistes il y a 150 ans étaient des imbéciles. Mais la vérité, c'est que la plupart d'entre nous, moi le premier peut-être, ferions la même chose aujourd'hui, il faut le comprendre. Regardez, le goût officiel, le grand art, à l'époque, c'était la peinture académique, un peu à la Bullan, c'est-à-dire une peinture très précise, très délicate, avec un fini impeccable. Monet et ses petits copains, au même moment, ils proposent ça. Mais comment voulez-vous qu'on les prenne au sérieux? On trouvait leur travail tellement grossier qu'on disait qu'ils peignaient avec des balais brosses. Et ça a duré 15 ans d'humiliation, 15 ans de moquerie, 15 ans d'échecs, 15 ans de fiasco, 15 ans d'insultes, pour que finalement ils arrivent enfin à être reconnus comme de vrais artistes. Alors vous me direz, c'est une belle leçon de persévérance, oui c'est vrai. Mais je crois que c'est aussi et surtout une belle leçon de fidélité à soi-même. Ce qu'on appelle l'intégrité de l'artiste. Posons-nous la question, pourquoi Monet et ses camarades ont continué à produire des choses qui manifestement ne se vendaient pas? La seule raison tangible, rationnelle, c'est qu'en fait, ils étaient sincèrement attachés à la mission qu'ils s'étaient donnée. Et c'était quoi cette mission? C'était d'inventer la modernité en peinture, tout simplement. Parce qu'ils étaient au cœur d'une révolution aussi importante que la révolution numérique, dont on parle, nous, du Matin au Square depuis 15 ans, qui était la révolution industrielle. Mettez-vous à leur place. À l'époque, les usines fleurissent un petit peu partout, la classe ouvrière commence à prendre le pas sur la classe paysanne, le chemin de fer fait son apparition, les villes se dotent de gares, ça change le rapport des gens, distance et au temps. L'urbanisme fait de gros progrès. Haussmann vient de modifier radicalement le visage de Paris, les grands magasins font leur apparition, les modes de consommation changent, même le monde du spectacle bouge. Avec des établissements comme le Moulin Rouge, tous les hommes de France fantasment sur l'érotisme débridé des danseuses de French Cancan sur cette musique insupportable de Jacques Offenbach. C'est un monde nouveau. Un monde nouveau, peinture nouvelle. Je ne peux plus peindre le monde comme le faisaient mes parents et mes grands-parents. Je dois inventer la modernité en peinture. La modernité passe par une rupture avec la tradition, et le prix à payer pour cette rupture, on le sait, c'est le rejet, en tout cas dans un premier temps. Il le savait, Monet le savait, ses copains le savaient. Ils s'étaient préparés. Ils le savaient tellement que le premier nom qu'ils se sont donné avant l'invention du terme impressionnisme, qui vient d'une critique, c'était ça, les intransigeants. Les gars, ça va être dur, ça va être long, mais on va se serrer les coudes et on ne fera aucune concession. Aucune concession à l'académisme, aucune concession au marché de l'art. Et effectivement, ils n'ont rien cédé et ils ont fini par remporter un succès public et critique sans partage. Parce que les gens ont fini par se reconnaître et par se retrouver dans leur peinture, dans leur ville, dans leur gare, dans leur promenade au parc et dans leur dimanche en famille.
C'est ça peut-être la performance pour l'artiste. C'est quand une vision personnelle, intime, subjective, pétrie de conviction, trouve un écho auprès du plus grand nombre. Quand le personnel rejoint l'universel sans qu'on ait en rien renoncé à sa singularité. Alors évidemment, le piège de ce point de vue-là, c'est la quête de performance à court terme. Si je veux que ça marche tout de suite, je vais produire des choses que le public réclame. Dans ce cas-là, ça peut marcher, mais on n'apporte pas grand-chose et notre impact sur le monde est quasiment nul. Alors que si on s'autorise à penser sur le long terme, si on s'autorise à faire de la performance quelque chose qui s'inscrit dans le long terme, forcément on se laisse plus d'espace pour développer des projets personnels en phase avec nos convictions, avec nos idées, des choses qui nous ressemblent. C'est ça l'intégrité de l'artiste, c'est la fidélité à ses convictions et à ses idées. C'est vrai pour les artistes, mais c'est vrai pour vous et moi qui ne sommes pas artistes. Est-ce que la vraie performance, c'est de vouloir vendre à tout prix, là, tout de suite, pour faire du chiffre? Ou est-ce que c'est de servir, et si possible de faire triompher, nos idéaux et nos valeurs, même si c'est plus difficile et même si c'est plus long? Alors, la fidélité à soi-même comme levier de performance fondamentale, c'est ça l'idée. Il s'agit de trouver un projet qui nous plaît, qui nous motive, s'investir dedans à fond, et si possible, le transformer en succès. Et après, qu'est-ce qu'on fait? Après, on n'a plus qu'à se la couler douce en profitant de ce succès. On risque de s'ennuyer ferme. Ou alors, dès qu'on a atteint le succès, on laisse tomber ça, on trouve un autre projet et on recommence à zéro. Vous trouvez ça complètement stupide? Et pourtant, vous connaissez cet homme-là, Pablo Picasso. Je pense que personne ne contestera le fait que Picasso est probablement l'artiste le plus célèbre de toute l'histoire, toute discipline confondue probablement. La question c'est pourquoi? C'est probablement pas parce que ses œuvres font l'unanimité sur le plan esthétique. Demandez autour de vous, tout le monde connaît Picasso, tout le monde vous dira que c'est un génie, mais assez peu nombreux sont en fait ceux qui apprécient vraiment esthétiquement ses œuvres. Moi-même, le premier, j'admire l'artiste, mais il ne fait pas partie du top 10 des artistes qui me touchent, même pas du top 50 ni du top 100. Alors, qu'est-ce qui fait que Picasso est devenu un monument de la peinture? Qu'est-ce qui fait que très vite, de son vivant, c'est devenu un monstre sacré? À mon avis, c'est ça. Vous avez sous les yeux 16 tableaux de Picasso. 16 tableaux, et il n'y en a pas 2 qui se ressemblent. Alors évidemment, la première chose qu'on se dit quand on voit ces images, c'est « Waouh, le type devait avoir des relations sacrément compliquées avec les femmes. » Ça, c'est un fait. Mais la deuxième chose qu'on se dit, c'est « Waouh, ce type a eu plusieurs carrières en une vie. » Parce que c'est ça, Picasso, il n'arrêtait pas de changer de style. Jamais il se reposait sur ses lauriers, il se renouvelait en permanence, il se réinventait en permanence. Il passait son temps à chercher à explorer des voies différentes, des voies nouvelles, sans jamais se répéter. Il le disait lui-même, on peut tout essayer à condition de ne jamais recommencer. Ne serait-ce que sur la période cubiste, qui a duré même pas 10 ans, il y a plusieurs phases différentes. Alors, les spécialistes vous parleront de cubisme césanien, cubisme analytique, cubisme synthétique. Très bien, mais tout ça, c'est des mots barbares. La vérité, c'est que Picasso était cet artiste qui se renouvelle en permanence. Et c'est pour ça que c'est devenu un très, très, très grand artiste. C'est pour ça que c'est peut-être le plus grand de tous. Il ne s'est jamais reposé sur ses lauriers, alors qu'il aurait pu. Alors bien sûr, on n'est pas tous Picasso, et de vous à moi, c'est tant mieux. Mais quand même, on peut se poser la question, c'était quoi son driver pour faire ça? C'était quoi sa motivation? C'était pas l'argent, pas seulement, en tout cas bien sûr, il a gagné beaucoup d'argent, il a beaucoup aimé ça. Mais c'était pas seulement ça, c'était pas le premier en tout cas. Son driver, c'était de faire bouger les lignes en permanence. La performance, selon Picasso, se mesure à notre aptitude à ouvrir des portes dans le champ des possibles, sans jamais se laisser enfermer dans le statu quo. Donc on a d'un côté un artiste qui nous dit que la performance, ça consiste à rester fidèle à soi-même et à défendre et à développer nos propres valeurs, notre propre vision du monde. D'un autre côté, Picasso, un artiste qui nous dit que la performance, c'est aussi être capable de se renouveler et d'inventer des choses nouvelles en permanence pour apporter de la richesse. C'est vrai pour eux, c'est vrai pour beaucoup d'autres artistes. Il y en a un notamment que j'aimerais citer pour finir, qui a résumé tout ça avec des mots très sincères et très simples. Il s'agit du peintre d'origine biélorusse Marc Chagall. Alors, vous connaissez peut-être Marc Chagall et ses tableaux très poétiques, très oniriques, avec des amoureux, des anges, des musiciens, des couleurs très vives, etc. Tout ça est assez gai. Il était tellement populaire, Marc Chagall, que dans les années 60, il a été désigné pour peindre le plafond du Palais Garnier, l'Opéra de Paris. C'est quand même 200 mètres carrés de surface dans le temple de l'art lyrique français. Inutile de vous dire que ce n'est pas le genre de commande qu'on refile au premier venu, d'accord? Peu de temps après, en fait, quand il avait 80 ans, alors qu'il était un vieil homme auréolé de succès, il a donné une interview où il a parlé de ses débuts dans les années 1910. À l'époque, il vivait dans une cité d'artistes à Paris qui s'appelait La Ruche. Il vivait là avec d'autres artistes
qui s'appelaient Giacometti, Brancusi, Léger, Delaunay, entre autres. Tous ces gens ont compté parce qu'ils ont participé à l'avènement de l'art moderne en explorant des voies différentes. J'aimerais vous faire écouter une phrase de Marc Chagall issue de cette interview. Ça dure à peine 20 secondes. Je vous demande d'être assez attentif à ce qu'il va dire. Je crois que ça a du sens pour nous. On ne vendait pas, je trouvais que c'est tout à fait naturel, parce que quelque part en moi, il y avait un sentiment que si je vendrais telle ou telle chose, je serais forcé automatiquement à faire encore la même chose. Encore la même chose. Donc il valait mieux ne pas vendre. Vendre, personne n'a pas pensé. Vendre, personne n'y a pensé. C'est la première et la dernière fois que vous entendez ça dans une école de commerce. Hein. Non mais Chagall, il a eu du succès, il a gagné de l'argent après quand le succès est arrivé, bien sûr. Mais lui et ses copains, à l'époque, quand ils exposaient, c'était pas pour vendre, c'était pas pour faire de l'argent, c'était pour alimenter le débat artistique et essayer de défendre leurs idées. Autrement dit, et c'est ça qui est important, pour lui, la performance, l'objectif, c'était pas de s'enrichir, c'était d'enrichir le monde. Alors imaginez 2 secondes ce que ça donnerait si vous, moi, tous les gens autour de nous, on arrivait à réfléchir de la même manière. Si on arrivait enfin à accepter l'idée que la performance ne se mesure pas à ce qu'on récolte, mais à ce qu'on sème. Alors bien sûr, c'est difficile à évaluer, hein, les instruments de mesure restent à inventer pour le coup. Mais on peut déjà essayer d'adopter cet état d'esprit, en essayant d'arrêter de se demander comment nous enrichir, mais en nous demandant comment enrichir le monde. Ça devrait être notre priorité, aujourd'hui peut-être plus que jamais. Je vous remercie infiniment pour votre attention et votre accueil. Merci beaucoup. Merci à César, à toute l'équipe. Merci.